C'est la gelée, c'est mon seul essai en équipe de France de toute façon. Donc bien sûr qu'il est resté. En plus c'est un essai particulier où on relance de nos 22 à un moment donné je crois. Et finalement je suis au soutien au niveau du milieu du terrain. Le rugby n'est pas du tout le premier sport, ni le deuxième, ni le troisième. Il doit faire partie des derniers, je pense. Et finalement, c'est vrai que j'ai commencé le rugby très tard en Belgique, par hasard. Mon frère passait devant une brocante où le club du quartier où j'habitais avait un terrain. Et donc quand ils ont vu mon frère qui avait 13 ans, 1m80, 110 kg déjà, j'ai dit oui, toi viens ici, le rugby ça va te plaire. Lui il a dit non, moi je suis gardien, non je suis défenseur au foot, moi ça me plaît plus le foot. Par contre j'ai mon frère qui fait rien, mon frère il a 15 ans, il est comme moi, pas de sport parce qu'il a essayé le foot, ça n'a pas plu du tout. J'avais essayé le basket pareil, j'ai trop gros, vélo trop gros, etc. etc. Et finalement donc j'ai fait mon premier entraînement avec eux. Et c'est le premier sport où mon gabarit, qui était un peu différent des autres, était pris, j'étais premier pris dans une équipe. J'ai toujours été pris le dernier et finalement c'est ce qui m'a fait accrocher tout de suite dans ce sport, c'est que ma différence était une qualité plutôt qu'un défaut. Et voilà comment c'est arrivé en fait, c'est ça qui est beau dans le rugby, c'est que tous les gabarits peuvent se faire plaisir, quoi. Je te dis, j'ai tout de suite pris du plaisir parce que le regard des autres est important, dans le sens où ils voulaient tous me faire donner la balle pour avancer, pour les aider à gagner des matchs, quoi. Et finalement, dans le sport, des sports que j'avais fait en Belgique où justement on me disait ne faites pas la passe ou laissez-le un peu de côté, c'est le seul sport où justement tout le groupe était derrière moi pour que je les aide à avancer, quoi. Mon club, donc le Kituro, qui est en Belgique, il y avait un partenariat avec eux, avec La Rochelle. Donc Vincent Favreau, qui était un peu responsable de ça, qui venait en Belgique donner des conseils sur le rugby. Et à l'inverse, après, hop, nous on allait à La Rochelle un peu pour voir un peu ce que c'était le rugby au niveau, à l'époque le top 16 et tout ça. Et donc lors d'un partenariat avec ça, on faisait des stages avec les cadets. Et donc on ouvre la partie avec notre équipe en France, donc à La Rochelle, voir justement comment s'entraînent des pros, comment est un stade de rugby pro, etc., etc. Et donc on joue un match contre les cadets, les cadets je pense de La Rochelle. Je me rappelle encore du score, je me rappelle pas tous les scores de ma carrière, hein. Mais ça je me rappelle, on a pris 112-12. Donc un score assez, pour te dire la différence de niveau entre les deux équipes. Et donc voilà, mais moi sur ce match je joue 8 et je marque 2 essais. Et quand ils ont vu mon gabarit, tout de suite ils sont venus à la fin du match en me demandant si ça m'intéressait de tenter l'aventure en France. Et donc moi sur le coup j'ai dit bon je sais pas trop, donc petit à petit on est venu là et j'ai fait les tests pour entrer au centre de formation à La Rochelle et tout de suite ça a matché et l'histoire est partie de ça, quoi. La Rochelle on va dire c'est une ville un peu déjà touristique, c'est un coin qu'on aime visiter, voilà, c'est peut-être pas très bien situé mais par contre quand on y est on aime y être et on passe vraiment du beau temps là-bas. Et c'est sûr que quand j'ai dû quitter ma famille, mes proches et mon pays, c'était un choix assez difficile quand même, c'était pas si simple parce que j'ai tout quitté presque pour tenter une aventure, quoi, une expérience. Mais je me suis jamais mis de pression. J'ai dit voilà, tu vas un an, ça se passe bien, tant mieux. Ça se passe pas, tu reviens et tu reprends ta vie, quoi. Et je suis parti avec cet esprit-là. La chance que j'ai eue, c'est que quand je suis arrivé à La Rochelle, au centre de formation, ils avaient fait un turnover de joueurs. Donc il y a eu pas mal il y a eu beaucoup de nouveaux. Donc on a dû créer justement cette identité entre nous et notre cohésion de groupe. Et il y avait Julien Pierre notamment, et plein d'autres que je ne vais pas donner. Hein. Mais c'est vrai que c'était beaucoup de joueurs qui venaient d'un peu partout et de nulle part, qui n'avaient rien montré à personne, mais qui avaient un gros potentiel. Et en fait, on s'est tous rapprochés et ressemblés et sentis dans cet état d'esprit-là. Et on s'est tout de suite entraidés, et on s'est tout de suite... il y a tout de suite une très bonne ambiance pour travailler et avancer, quoi, avec des joueurs insouciants, quoi. Pas du tout. Alors, je vais pas te mentir, c'est con ce que je vais dire, mais c'est toujours un peu le truc bateau. J'ai toujours dit, étape après étape, moi,
Au début, je me suis dit déjà, il fallait que je joue dans cette équipe Krabos déjà, enfin espoir. C'était déjà pas si simple parce que j'arrivais de rugby en Belgique où, je vais pas te mentir, je pense que j'ai fait une séance de physique en 3 ans en Belgique. Et le jour où je l'ai fait, j'ai dit je ne reviendrai plus jamais parce que c'était pas ce qui me plaisait. Ce qui me plaisait, c'était le rugby, toucher du ballon. Et donc quand je suis arrivé en France, le premier match que j'ai joué avec eux, je me rappelle aussi, c'est pourtant comme je te dis, je me rappelle pas tout, mais j'étais remplaçant. Je rentre, je me rappelle encore du scénario, je rentre, coup d'envoi, il tape le ballon sur moi, dans la cour je vais marquer, j'aplatis et je sors aussi vite parce que physiquement je ne peux pas faire plus. Donc physiquement j'avais énormément de retard. Et donc voilà, donc j'ai dû d'abord travailler là-dessus, sur me mettre au niveau des autres, parce que même faire une passe, je ne faisais pas de passe. J'étais vraiment très en diamant brut, on va dire, et j'ai dû travailler énormément pour y arriver. Et je ne me suis pas mis d'objectif maximum ni minimum. J'ai toujours dit, chaque jour, progresse, apprends, et j'ai toujours eu cette dynamique-là de vouloir avancer. J'ai jamais imaginé jouer en équipe de France, par exemple. J'ai jamais imaginé jouer en top 14. Tout est venu petit à petit, étape après étape, dans ma carrière. À La Rochelle, c'était une première étape quand même, parce que comme la suite de ma carrière, j'étais beaucoup impact player, un peu. J'avais ce rôle-là déjà à ce moment-là. J'étais plutôt deuxième ligne parce qu'en mêlée, j'avais beaucoup de soucis à La Rochelle. J'étais jeune, j'étais tendre, j'avais pas ce qu'il fallait pour être bon à ce moment-là en tout cas. Et donc j'ai fait des bouts de match, beaucoup de bouts de fin de match en tant que remplaçant. Et c'est là où j'ai enchaîné sur les moins de 20 et après parti dans le monde pro, parce que jusque-là, je n'étais pas pro. Je suis parti pro à Perpignan où j'ai franchi une étape, parce que c'est vrai que je me suis retrouvé dans un rôle d'équipier dans un groupe, quoi. J'étais pas le jeune qui venait une fois de temps en temps et pallier des trous dans l'effectif. J'étais un joueur parmi les autres et il a fallu que je me fasse ma place, quoi. Ouais. En arrivant à l'USAP, mais où je remercie jamais assez La Rochelle, c'est que c'est eux qui m'ont appris aussi ce goût du travail et comme aujourd'hui, ils ont beaucoup de résultats chez les jeunes parce qu'ils travaillent bien c'est dans l'ADN du club, je pense, de former des joueurs justement pour alimenter leur équipe. Et après Perpignan, il a fallu que je m'endurcisse surtout. Il a fallu vraiment que j'apprenne la rudesse. Et c'est vrai que c'est un club qui a ces valeurs-là justement de combat, une très forte identité, donc Perpignan. Et c'est là où j'ai appris ça avec les entraîneurs qu'il y avait et le groupe qu'il y avait justement. J'ai beaucoup été aidé par des anciens joueurs comme De Bezan, Pascal Méa. Il y a Nicolas Mas qui a commencé sa carrière à ce moment-là. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de tomber dans un groupe justement qui avait cet état d'esprit-là et qui me l'a justement inculqué ces valeurs-là. J'ai appris un peu à La Rochelle, mais c'est vrai que le club de Perpignan, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas exister parce que c'est dans l'ADN du club, quand tu portes le maillot, c'est le minimum, quoi. Et c'est vrai que j'ai appris à être beaucoup plus régulier dans ce secteur-là. Parce que le rugby, voilà, quand j'étais en Belgique, c'était en passe-temps, c'était pour m'amuser. La Rochelle, c'était pour apprendre. Et eux, ils m'ont vraiment appris à devenir un joueur de rugby dans tout ça, de ne pas accepter les choses, de se battre pour avoir ce qu'on veut, etc., etc. Pour moi, c'était grandiose parce que venir de Belgique, ça faisait pas si longtemps que j'étais en France. C'est une année où j'ai commencé à jouer, j'étais jeune, les piliers à cette époque, c'était pas avant 25 ans, à part Nicolas Mas qui a explosé très jeune. Et c'était un peu par hasard que j'ai été mis dans le groupe à ce moment-là. Mais par contre, c'était vraiment extraordinaire parce que c'est vrai que quand tu vois ça à la télé quand t'es gamin, parce qu'en Belgique, je voyais le tournoi des 5 nations à l'époque, c'était pas encore le 6, et que les finales de top 16, pardon. Et c'est vrai que d'être au milieu, c'était particulier, quoi, de voir tout ce qui est autour, de voir ce Stade de France plein avec les couleurs du public catalan qui était venu en masse. C'était une grosse pression, mais en même temps, c'était spécial, voilà, particulier. Je ne me suis jamais dit qu'il y aurait une fin un jour ou un début. J'ai toujours donné le maximum de ce que j'avais. C'était des fois pas assez, des fois c'était suffisant. Et pour moi, si j'étais content de faire ce que je faisais et que je donnais mon maximum, je saurais continuer et puis tant mieux.
Et puis si ça s'arrêtait, ça aurait été comme ça, mais je me serais quand même battu pour garder, pour retrouver un club ou autre chose. Mais j'ai jamais eu cette, comment dire, ma carrière était secondaire, c'était le plus important pour moi, c'était prendre du plaisir avec les copains sur le terrain. C'était mon plus gros objectif en fait. Moi, j'étais plutôt joueur puissant, porté sur l'attaque, sur le fait de porter le ballon et faire avancer l'équipe. C'est surtout ce qu'on me demandait, surtout en tant qu'impact player, parce que j'étais quasiment quasiment tout le temps remplaçant, justement pour essayer de faire basculer ou de maintenir un match ou d'essayer de le faire basculer avec les autres remplaçants. En mêlée, j'étais pas le meilleur jusqu'à, comme je te dis, 25. J'étais pas régulier, on va dire. Je pouvais être bien comme être moins bien. Et ça, je l'ai appris un peu plus sur le tard à force de pratiquer et tout ça. Et après, les défauts, c'est que j'ai peut-être pas été régulier tout le temps quand il fallait. Des fois, peut-être un manque de constance de temps en temps, quoi. Peut-être ça. Parce que moi, personnellement, je le prenais comme qu'est-ce qui est mieux pour l'équipe. Aujourd'hui, mes intérêts à moi, c'est secondaire. Moi, ce que je veux, c'est être champion. Ce que je veux, c'est gagner des matchs. Ce que je veux, c'est que l'équipe soit la plus performante possible. Et si mes qualités physiques et mes qualités peut-être mentales ou j'en sais rien étaient mieux d'être comme ça, je l'acceptais parce que je savais que j'avais ce rôle-là quand même. Et oui, c'est sûr que si j'avais pu être plus titulaire, j'aurais été content quand même. Hein. Mais c'est vrai que j'apportais ce qu'il fallait apporter comme ça et du coup ça m'allait bien quoi. Ça m'allait bien pour le groupe. La grande différence, c'est peut-être que quand j'étais jeune, j'étais content de ce que j'avais. Des fois, je me reposais. Là, je vous dis le manque de constance peut-être, c'est que des fois, je me reposais sur mes lauriers, on va dire, sur mes acquis. Et avec Verne, c'était impossible. Par exemple, avec le groupe à Clermont, j'ai encore une phrase de Rougerie. Je faisais un travail d'hors-groupe avec lui. Moi, j'avais 26 ans. Lui, il en avait un peu plus. Il avait fait l'équipe de France. Il a eu beaucoup d'opérations déjà. Machin. Et moi, je m'arrête. J'ai mal au dos. Je ne peux plus m'entraîner. J'ai mal au dos. Il s'arrête à côté de moi. Il me fait mais oh, Vincent, toi, j'ai pas mal au dos. Moi, toi, j'ai pas mal au genou. Toi, j'ai pas mal nulle part. À un moment donné, le rugby, c'est ça. Hein, t'auras mal. Mais ceux qui passent, c'est ceux qui ont mal, mais qui continuent. Et finalement, c'est une phrase qui m'a marqué ce jour-là. Alors, je ne sais pas si lui s'en rappellera, hein, mais moi, c'est une phrase qui m'a marqué parce que je me suis dit, c'est vrai en fait. C'est que dans la tête et des fois, tu as des douleurs que chaque personne a son seuil de douleur et il faut arriver, quand tu es professionnel, à le monter un peu, quoi. Et c'est vrai que j'ai appris à me dépasser avec Verne sur des fois, il avait des ateliers pas très intelligents, mais c'est vrai que ça permettait de se rendre compte qu'on n'avait pas forcément de limites, quoi. Les seules limites qu'on a, c'est ta tête qui te les donne, quoi. Et c'est ce qu'il me fallait à ce moment-là pour franchir un cap physique et pour être plus constant dans mes performances. Franchement, alors je vais pas te mentir, je suis dans les tribunes. D'en parler, j'ai encore des frissons. C'est un match que aujourd'hui, on n'aurait pas gagné parce que avec l'arbitrage vidéo, les César que je dis n'étaient pas clairement. Mais dans les émotions, elle était monstrueuse parce que c'est un match où si je me rappelle bien, j'ai des vagues souvenirs, mais t'as plus 10, ils reviennent. T'as plus 10, ils reviennent. Et tout le match était ça jusqu'aux prolongations. Et t'as cette dernière action où c'est le Balavou justement qui est aujourd'hui avec moi qui est encore joueur à Oyonnax, qui perd sur l'aile et t'as Canalé, on ne sait pas comment, qui va le récupérer et qui l'empêche de marquer. Et finalement, on gagne le match. Et ce jour-là, je pense qu'on a eu un déclic aussi de se dire, voilà, on peut y arriver, quoi. On peut y arriver parce que tu gagnes, tu repères, tu regagnes, tu repères. Tout le match était ça. Et à la fin, on le gagne. Et c'est la première fois que ça nous arrivait. Ou on gagnait, entre guillemets, facilement, ou on perdait. Mais il n'y a jamais eu des matchs où on arrivait justement à repartir. Et je pense que c'était un match déjà dans les émotions monstrueuses parce que tu dis, mais non, on avait fait une saison très très belle. Et tu peux le perdre. En fait, non, tu le gagnes, non, mais tu le repères. Ouais, mais voilà, je me rappelle de ça. Et puis comme je te dis, on n'aurait jamais gagné cette demi-finale si l'arbitrage vidéo existait à ce moment-là. Mais bon, ça c'est l'histoire, c'est trop tard. La finale, on ne doit rien à personne. Et c'est le plus important. Il faut se rappeler qu'on avait perdu la finale l'année d'avant contre cette même équipe. Quand on a perdu,
Une toute petite partie de moi était content pour Perpignan parce que je sais le public, je connais ce club et tout ça. J'étais très très déçu pour le club de Clermont parce que c'est vrai que Clermont aussi le public attendait ça depuis tellement d'années on faisait on était réguliers à ce moment-là, on finissait souvent dans les premiers du championnat et c'est très frustrant de perdre toujours sur cette dernière marche et cette année-là d'y arriver c'était comment dire jusqu'à la fin. Alors jusqu'à la fin tu dis mais qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va nous arriver? Contre le Stade Français, c'était Samo, je crois, qui marque 2 essais en fin de match. Tous les matchs qu'on a eus, on mène les matchs et tu le perds à la fin, on ne sait pas pourquoi. Et c'est le premier match où justement on arrive, je crois, +8, où on est hors de danger, mais quand même jusqu'à la dernière seconde, on s'est dit mais qu'est-ce qui va nous arriver encore une fois? Et puis là, l'apothéose, quoi, le public. C'était monstrueux, on fait le tour du... Voilà, en fait, on n'a rien fait dans les règles, je pense, ce jour-là. On est monté chercher le bouclier, je pense que le bouclier n'est pas au bon endroit. On a tout fait, c'était tellement pas préparé qu'on a fait tout et n'importe quoi, je pense, dans le protocole. Et après, mon plus beau souvenir, c'est ce retour. Parce que, on rentre en train. Bon, déjà, on avait fait une bonne soirée, très très bonne soirée. On rentre en train, on a fini, en voyage, je pense qu'à 2 heures de l'arrivée, il n'y avait plus rien à boire nulle part dans le train. Et donc on arrive, on est obligé de s'arrêter à Gerza, parce qu'à Clermont, on nous dit que la gare est pleine, mais nous on ne le sait pas, parce que les joueurs, on n'était pas au courant de rien. Donc on s'arrête à Gerza, et moi le premier, je dis, mais ça, il n'y a personne. Je dis, on est champion de France, tous les supporters attendent ça depuis un siècle, et personne. Je dis, bon, c'est comme ça. On arrive au Michelin, donc en bus. On pose les bagages, personne au stade. Je dis mais à quoi ça sert d'être champion alors? Je veux dire, ils sont dans le stade, on a un public de fous au Stade de France, c'était monstrueux. Et je dis il n'y a pas grand monde, donc le temps de poser les sacs. Donc en fait tout le monde attendait en ville et donc à la gare. Et le temps de poser les sacs, d'aller dans le bus impérial, et là une marée jaune et bleue autour du stade qui s'accrochaient au grillage, des gens qui étaient montés sur les poteaux lumineux, qui voulaient tous nous voir, quoi. C'était vraiment une sensation c'était pas normal. Voilà, c'était pas normal, mais il n'y a que le rugby qui peut te donner des émotions comme ça. Et après, donc on a fait le trajet en bus impérial jusqu'à Place de Jaude. En temps normal, je pense qu'il faut 10 minutes. Je pense qu'on a mis 2 heures. On ne pouvait pas se frayer de passage. Les gens étaient... c'était incroyable. Vraiment incroyable. Et je pense que dans le monde dans le rugby ou dans ma vie en général, c'est d'être mon plus beau souvenir ou le plus beau souvenir de carrière en tout cas, parce que c'est quelque chose qui pourra plus jamais arriver nulle part, je pense, d'avoir cet engouement, cette folie, cette émotion de tout un peuple, après un bout de bois qui était attendu depuis tellement d'années, que c'était vraiment dans la démesure, quoi. C'était vraiment dans la démesure. Et voilà, j'en ai des fortes émotions d'y penser encore aujourd'hui. Je pense pas que c'est de la confiance, parce que quand tu perds autant de finales, tu ne peux pas avoir de confiance. Tu peux pas être suffisant, parce que tu sais ce que ça fait mal de perdre un match comme ça. Tu t'es investi toute la saison, tu as travaillé dur, tu as donné le meilleur de toi pour en arriver là. C'est pas pour galvauder ce moment-là qui est unique, quoi, et c'est un one shoot, hein, t'as pas le droit à l'erreur. Donc je pense pas que ce soit de la suffisance. Je pense juste que est-ce que mentalement, il y avait encore une fois cette peur au lieu de vouloir chercher quelque chose, la peur de le perdre. Et je pense que clairement, on a souvent eu ça, nous, comme peut-être vision, avec le nombre de finales perdues, les médias qui en parlaient tout le temps, comment ils vont faire pour la perdre, encore une fois. Et c'est vrai que quand tu abordes un match en te disant qu'est-ce que j'ai à perdre, c'est pas la même chose que qu'est-ce que j'ai à gagner. Et je pense que ce match-là, de nouveau, c'est un match où j'ai des vagues souvenirs, mais il me semble qu'on le mène. Je crois qu'on a 2 ou 3 essais d'avance à un moment donné. Et d'un coup, ça bascule, on ne sait pas pourquoi. Et un essai, 2 essais. Et putain, pourtant, tu domines ce match. Tu le domines, ce match. Et il n'y a pas le déclic qui fait oh les gars, on en a mis 3 avant, on n'est pas obligé d'en prendre 3 après, quoi. Et à un moment donné, on arrête on ferme les vannes et puis c'est parti. Et je pense qu'il y avait de nouveau cette peur
tout ce que j'ai à perdre plutôt que tout ce que j'ai à gagner. Et je pense que c'était le mal peut-être de ce moment-là. C'est comme un joueur de tennis. Un joueur de tennis, il a la balle de match, machin, je ne peux pas la perdre. Et souvent, il va la perdre, quoi. Parce que j'ai trop de choses à perdre si je la rate. Et je pense qu'on avait un peu cette peur de comment on va faire pour ne pas gagner ce match, quoi. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas perdre ce match? Au lieu de dire qu'est-ce qu'on va faire pour le gagner. Pas du niveau du staff, pas du niveau des joueurs, mais du niveau des médias, du public peut-être aussi, de notre entourage certainement. Parce qu'on avait peut-être un moment oui, on avait cette image de Poulidor, d'éternel second. Toute la saison, on arrivait à être constant pour être premier dans tous les championnats. Et finalement, dès qu'il fallait gagner cette dernière étape, comment on va faire pour ne pas la perdre? Voilà, on a fait tout ça, mais comment maintenant on va faire pour ne pas la perdre? Au lieu d'avoir cette insouciance on va gagner ce match. Et je pense qu'on se mettait nous-mêmes la pression du passé du club certainement, et peut-être aussi des défaites en finale qu'on avait tous eu quelques fois. Peut-être qu'on avait été impacté par ça. Mais pourtant, entre joueurs, on ne parlait pas de ça. Ni le staff, justement, on voulait gagner les matchs. Mais inconsciemment, on avait peut-être cette peur de perdre, de perdre beaucoup. En phase finale, quand tu regardes des matchs de phase finale, chaque joueur va jouer sa vie. On sait que chaque joueur de l'équipe va être à 100% là. Parce que c'est un match particulier, c'est un match on est, entre guillemets, tous prêts à mourir sur le terrain. J'exagère le mot là, mais on est prêt à beaucoup de sacrifices pour ce moment-là. Parce que c'est l'apothéose d'une carrière déjà, d'arriver à faire ça, parce que c'est rare. Je connais des très grands joueurs qui n'ont jamais été champions. Et c'est vrai que tu sais très bien, tu te prépares à ça justement, à ces matchs qui vont taper, ça va aller vite, tout va être différent, quoi. Mais ça aurait été Toulon ou un autre, ça aurait peut-être été pareil. Après, Toulon à cette époque-là avait une très belle équipe quand même, entre Botta, Eman, Wilkinson, etc. Ils étaient bien équipés aussi. Et c'est vrai qu'il y avait des beaux contacts. Après, c'était notre bête noire. Il faut dire aussi que tout le championnat, on s'est beaucoup battu contre eux, entre présidents, entre joueurs, entre présidents et arbitres, entre beaucoup de choses. Et c'est vrai que Toulon était à ce moment-là, en tout cas, une équipe qui allait moins bien à Clermont que peut-être d'autres. Ouais. Maintenant que le recul, je regarde d'où je viens et où j'ai été. Et c'est vrai que quand tu joues au rugby, quand tu as ta carrière qui roule, tu réfléchis pas à tout ça. Des fois, tu oublies d'où tu viens, tu oublies tous les passages que tu as dû faire pour en arriver là, parce que tu es tout le temps occupé à travailler, avancer. Et c'est vrai que le jour où j'ai arrêté ma carrière, dans les dernières années, j'ai regardé derrière moi et j'ai fait « Ah ouais, ah putain Vincent, mais t'étais en Belgique, t'as démarré, t'as passé 2, 3, 4 ans à pas savoir attraper un ballon quand tu faisais une passe, tu faisais un avant tout le temps, et finalement, à force de travail, à force de tout, j'aurais jamais imaginé faire une Coupe du Monde et faire tout ce que j'ai fait en équipe de France, parce que pour moi, c'était ce qu'il y avait de plus haut, quoi, et inatteignable peut-être. Et peut-être que de m'être jamais donné de limite, peut-être que ça m'a permis justement d'en franchir certaines. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, je me dis que voilà, je changerai rien certainement, parce que tout ce que j'ai fait avec beaucoup de passion, et j'ai pris énormément de plaisir avec toutes les équipes où j'étais, tous les coéquipiers que j'ai eus, quoi. C'est la gelée, c'est mon seul essai en équipe de France de toute façon. Donc bien sûr qu'il est resté. En plus c'est un essai particulier où on relance de nos 22 à un moment donné, je crois, et finalement je suis au soutien au niveau du milieu du terrain. Et là on a une percée de Naïkatassi, enfin je me rappelle que surtout de la fin, où Naïkatassi perce. Quand je vois que c'est lui qui a le ballon, je connais bien Clermont et je dis Vincent, là t'as pas le droit de pas être au soutien, parce que s'il y en a un qui est capable de te faire une passe magique, c'est lui. Parce que tu vois, il part, machin, il break, attaque. D'un moment, il passe le bras, il me fait la passe. Et là, je me dis, putain, leur but, il est proche. Dans ma tête, je me dis, il faut que je donne à quelqu'un, je suis cuit. Puis je fais, non, Vincent, t'es con, quoi, t'es là. Donc je m'affale, je me jette dans cet but. Et voilà, c'est un super souvenir, parce qu'en plus, c'est un match où j'étais titulaire à Twickenham, où
où le score est très élevé des deux côtés. Et voilà, c'est un match qui était vraiment très costaud. Et moi, je crois, je sais pas, à la 50e, je commence à regarder le banc en disant je suis mort, il faut me sortir, j'en peux plus. Et finalement, je suis plus heureux d'être resté finalement parce que grâce à ça, j'ai pu vivre ce moment-là qui restera, voilà, qui restera un essai assez spécial pour un pilier. De toute façon, pilier, tu peux pas être serein sur chaque mêlée. Chaque mêlée est un éternel recommencement. Tu peux être très bon sur une mêlée et catastrophique sur la suivante. Et c'est sûr que quand tu es grand, c'est plus compliqué parce que son gravité est important en mêlée. Plus t'es bas, plus c'est facile d'amener la puissance vers l'avant. Et c'est vrai que voilà, mais après j'ai appris, comme je te dis, tu vois, le travail de la mêlée a énormément évolué tout le long de ma carrière. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas de distance pour l'impact. Il y avait un setup, mais très, très limité. Et finalement, il y a eu la liaison avant. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que les mêlées demandaient plus de technique et on travaillait énormément la technique. Donc finalement, même si tu es grand, on arrive à travailler des choses pour que ça ne soit pas handicapant, quoi. Et pourtant, dans ma carrière, je ne dirais pas de nom, mais quand j'étais à Perpignan, on m'a dit, Vincent, quand on a fait la règle avec la première fois, on a dû se lier, non le toucher, je pense. On a dit, Vincent, je suis désolé pour toi, mais ta carrière est finie déjà. Moi, j'avais 25 ans, je sortais de l'équipe de France. On m'a dit, Vincent, ta carrière est finie. Tu vas devoir chercher autre chose à faire parce que tu ne pourras plus jouer pilier, parce que les grands piliers, c'est fini maintenant. Avec la distance qui arrive, tu ne pourras plus t'allonger, tu ne pourras plus rien faire. Donc, pilier, c'est fini. Deuxième ligne, tu es trop petit. Et 8, tu n'es pas assez endurant, tu es trop gros. Donc commence à regarder en fédéral, commence à regarder plus bas, parce que moi, je ne peux rien te promettre. Et grâce à cette personne, et je le remercie finalement, parce que j'ai toujours ce caractère de dire pourquoi lui dicterait ma vie, pourquoi lui dirait que parce que lui il a décidé que ça c'était rédhibitoire, c'est la lettre. Et j'ai travaillé tous les jours justement pour lui prouver qu'il se tromperait et que j'avais mes chances de rejoindre l'équipe de France et surtout de continuer ma carrière à ce poste-là, quoi. Et c'est peut-être lui aussi qui m'a donné un petit déclic sur le fait de vouloir me battre pour ce en quoi je croyais. Et donc voilà, je voulais en parler parce que c'est vrai que c'est un moment, une phrase qui m'a permis de continuer à travailler, à me motiver sur des choses que j'avais besoin certainement. Particulièrement fort, oui. Mon plus beau souvenir de la Coupe du Monde, c'était la préparation. Parce que c'est vrai que, on n'avait pas énormément de résultats à ce moment-là, on était, on n'avait pas énormément de résultats, on va pas se mentir. Et j'ai senti à ce moment-là, sur cette prépa, la première fois que j'ai senti vraiment une équipe de France. Vraiment, des joueurs, on était tous dans le même chemin, tous, on avait fait des trucs vraiment particuliers, où on a pris énormément de plaisir. Ça a été dur, mais on a appris à souffrir ensemble, on a appris à vivre des moments durs ensemble. Et c'est une des premières fois où j'ai senti autant d'énergie autour de cette équipe. Après, on l'a pas forcément retrouvé pendant la Coupe du Monde, et ce qui est dommage parce que franchement, j'avais senti un changement de beaucoup de choses sur cette prépa. Mais après une Coupe du Monde, oui, c'est particulier parce que c'est sûr que, vu d'où je viens, c'était inespéré de faire une Coupe du Monde. C'était le Graal d'une carrière pour moi. Parce que qu'est-ce que je peux faire de plus ? Oui, être champion du monde, bien sûr. Mais déjà de faire une Coupe du Monde, c'était fantastique, ouais. Le premier, je vais pas te mentir, je me rappelle pas de tout. Je sais que c'est à La Rochelle, je sais que j'étais deuxième ligne avec mon casque, les cheveux qui dépassaient. Mais voilà, je me rappelle pas du score. Je me demande si c'était pas contre Dax peut-être, parce que je me rappelle un peu de ça quand même. Mais et le premier du dernier, c'est que j'espère que ce soit pas le dernier. Et j'étais blessé et donc j'ai pas pu jouer le dernier match à Oyo, mais c'est sûr que ça passe très très vite, hein. Ça passe très très vite et comment dire, ouais, ça passe très vite, trop vite. Je suis épanoui à Oyo dans le sens où on a un très bon groupe, on a un groupe
de joueur qui veut travailler, qui a des objectifs hauts et qui se donne les moyens de les atteindre. J'ai aussi la chance d'être entouré je suis dans un staff vraiment de mecs super, qui est énormément dans le partage, dans l'échange. Je suis quelqu'un de comme ça, donc ça tombe bien, et sinon je ne serais jamais resté sur Oyo sans ça. C'est un club qui a des valeurs qui me correspondent, de petites villes, petits villages gaulois qui doivent se battre contre les plus grands, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, quoi, qui me plaît beaucoup. Je sais pas, parce que j'aimerais te dire oui, parce que je pense pas, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup changé. Mais c'est sûr que tout ce que j'ai vécu dans ce monde et dans ce milieu, c'est des choses qui sont extraordinaires et qui changent des hommes, c'est obligé. Parce que tu vis des moments qui sont pas normaux, quoi. Dans la rue, tu es reconnu, dans un stade, tu es applaudi. Même si j'ai toujours fui un peu tout ça, les médias, j'ai toujours fui un peu cette notoriété, et j'ai toujours voulu rester moi-même et simple et caché. Mais je vais pas te mentir que ça a forcément fait changer, ça a dû me faire changer, oui.